Bonjour à tous et ravi de participer à ce webinaire avec vous tous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Jean, je suis un des cofondateurs de la société Linkurious et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être rejoint par Guillaume. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Guillaume Parizeau, je suis directeur associé d'Ecosys, dont on reparlera un peu plus en détail dans quelques minutes. Et je suis ravi également d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, juste un petit mot sur Linkurious pour commencer. Donc, la société a un peu plus de 10 ans. On a des bureaux en France et aux États-Unis. On est à peu près une cinquantaine de personnes. Et au jour le jour, il y a plus de 10 000 personnes à travers le monde qui utilisent notre plateforme pour mener des investigations complexes et mieux comprendre les informations cachées dans leurs données. Donc, moi, je fais partie d'Ecosys. Ecosys, donc, c'est un mot court pour écosystème. Donc, notre baseline, c'est parce que le monde est un écosystème interconnecté. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on voit les effets systémiques, en tout cas, où on voit d'interpénétration des différents secteurs d'activité, la notion d'écosystème pour les entreprises et également l'effet papillon qui a été assez modélisé, où un battement d'aile de papillon peut avoir des conséquences importantes à l'autre bout de la Terre. Aujourd'hui, les papillons sont assez gros et on voit des impacts systémiques extrêmement importants. Donc nous, en fait, dans ce monde-là, on aide nos clients à y voir un peu plus clair, et notamment sur tout ce qui est transversalité et interopérabilité au sein des systèmes d'information, au sein des organisations et des opérations, et également avec les parties prenantes, aux parties prenantes internes et externes. Et pour ça, on utilise évidemment la data et l'IA, qui sont des formidables leviers de transformation, de transversalité et d'interopérabilité. Donc aujourd'hui, on va parler d'abord des challenges de la fraude interne. Après, l'équipe d'Ecosys va présenter un retour d'expérience par rapport à un cas d'usage très concret. Enfin, on aura une démo et puis après, une petite section réservée aux questions-réponses. Pour commencer et pour prendre un petit peu la température, finalement, j'aimerais vous poser une question à tous. Il y a un sondage et vous demandez dans quelle mesure, au sein de votre organisation, la fraude interne est-elle un sujet? Donc, je vous laisse répondre et on débriefera les résultats dans quelques minutes. Donc, comme je le disais, on va parler de fraude interne. Et pour mettre un peu de contexte, finalement derrière tout ça, j'aimerais citer quelques chiffres qui viennent de Integrated Control Technology, et d'une étude qui date de 2023. Cette société estime qu'environ 20% du montant perdu à cause de la fraude est lié à la fraude interne. La même étude explique que le montant de revenus perdus à cause de la fraude interne représente près de 50 milliards de dollars chaque année. Et enfin, parmi tous les employés interrogés dans les entreprises, environ 75% de ces employés avouent avoir volé au moins une fois leur employeur. Un chiffre assez impressionnant. Tout ça pour dire que la fraude interne est un vrai sujet complètement prévalent à travers les pays et les différentes industries. Et cette fraude interne, elle peut prendre différentes formes parce qu'il y a vraiment toutes sortes de techniques finalement et de méthodes pour commettre de la fraude. Alors, le plus simple, c'est vraiment le détournement d'actifs. Et ça peut aller du mésusage d'une carte de société en passant par le vol d'inventaire. Il y a aussi, et peut-être plus grave, la fraude aux états financiers. Donc, c'est reporter de manière fallacieuse des indicateurs financiers dans le but de tromper les investisseurs. Il y a aussi tout ce qui est corruption, fraude aux achats et aux fournisseurs, fraude à la paie et au RH, fraude au remboursement de dépenses. Et finalement, il y a aussi tout ce qui est vol de données et de propriété intellectuelle, qui peut être un sujet particulièrement lourd de conséquences pour les entreprises technologiques. Donc, quand on parle de fraude interne, ça peut vraiment être tous ces
toutes ces différentes méthodes contre lesquelles les entreprises doivent se protéger. Et la réalité, c'est que c'est très difficile finalement de lutter contre ces différentes formes de fraude interne. Et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que souvent, les entreprises, les équipes ont tendance à penser en termes transactionnels, alors que souvent la fraude est plus relationnelle. Il faut comprendre un ensemble de signaux qui construisent ensemble un contexte, et c'est cette compréhension du contexte qui va permettre de détecter des anomalies et de confondre les fraudeurs. Et un dernier point, c'est que souvent, les enquêtes, elles sont longues, manuelles, et en particulier parce que les données sont fragmentées entre différents outils, différents systèmes. Donc tout ça vient contribuer à rendre plus difficile le fait de détecter et puis de réagir à la fraude interne. Et par rapport à ce contexte, à Linkurious, nous on propose une solution qui permet facilement de croiser différentes sources de données et de révéler les connexions qui sont cachées dans les données, le tout via une interface qui est très simple à prendre en main et qui permet aux analystes de prendre plus rapidement de meilleures décisions. Donc, juste pour rentrer un petit peu dans les détails de comment ça fonctionne, on voit un schéma ici, et tout commence avec les données, qui peuvent être des données internes ou des données externes. On utilise une technologie qu'on appelle l'entity resolution pour croiser les différentes sources de données, les recouper et les unifier. Et à partir de là, on utilise tout ce qui est analyse de graphes pour détecter des communautés, des schémas suspicieux et autres insights cachés dans les données. Et ces résultats sont rendus accessibles et opérationnels aux équipes d'analystes via à la fois des alertes, un système de gestion d'alertes, mais aussi une interface de recherche et d'investigation visuelle. À la fin, tout ça contribue à rendre des décisions plus faciles et plus rapides pour les équipes métiers qui sont en charge de la fraude interne. Et il y a essentiellement 4 raisons pour lesquelles nos clients nous font confiance. La première, c'est qu'avec ces données qui sont valorisées, rendues plus accessibles aux équipes métiers, on a des meilleures décisions qui sont prises avec une compréhension complète du contexte. Il y a aussi une capacité à détecter des signaux faibles et des menaces qui ne sont pas détectées par les autres approches. Et enfin, la plateforme est très flexible, elle peut s'intégrer avec des outils, différentes sources de données, quel que soit le contexte, et elle est prévue, elle a été vraiment conçue pour des environnements extrêmement complexes en termes de volume de données, en termes de contraintes de sécurité, et elle peut permettre de répondre à ces enjeux. Donc voilà un petit peu pourquoi nos clients nous font confiance. Guillaume, je te passe la parole. Oui, merci Jean. Donc avant de rentrer dans le retour d'expérience, vos réponses sur le sondage, donc plus des 3/4 d'entre vous considèrent que la fraude interne est un sujet soit prioritaire, soit important. Donc on voit qu'on a tapé juste dans ce webinaire, et donc c'est un sujet à minima important, voire prioritaire pour la grande majorité d'entre vous. Ce qu'on vous propose, c'est de faire un autre sondage. On a parlé là de l'importance. Maintenant, quel outillage vous avez en face de ça? Et donc, on vous propose de répondre au sondage suivant. Quel degré d'outillage vous avez par rapport à la détection de fraude interne? Pas d'outil particulier, un outil mais qui est pas forcément satisfaisant. Des outils satisfaisants, mais vous êtes quand même curieux de voir d'autres pratiques et puis dire j'ai déjà trop d'outils, n'en rajoutez plus. Voilà, donc je vous laisse répondre à ça et puis on débriefera ce sondage un peu plus tard. Alors, si on rentre dans ce retour d'expérience, donc c'est un cas d'usage réel qu'on va vous présenter, néanmoins avec des données qui sont anonymisées. Pourquoi? Parce que notre client a souhaité rester confidentiel. De la confidentialité vis-à-vis de l'extérieur pour ne pas parler de cette démarche, mais également vis-à-vis de l'intérieur, puisqu'il y avait une filiale en particulier sur laquelle il y avait un certain nombre de suspicions et donc une volonté vraiment de renforcer le contrôle sur une filiale en particulier.
Donc, on est bien sur une confidentialité mixte, hein, interne-externe. En termes d'interlocuteurs, pour mener à bien ce projet, on avait 6 personnes en face de nous, avec nous, de côté client. C'était donc 3 personnes de côté métier et 3 côté IT qui ont été mobilisées, alors à temps partiel évidemment, mais pendant les 3 mois du projet. Et c'est extrêmement important qu'on ait à la fois des représentants des métiers de la fraude au sens large, hein, ça peut être finance, contrôle interne, audit, fraude, qui peuvent être directement impactés, et puis des gens côté système d'information, avec des compétences donc de gestion de projet, des compétences d'architecture technique, et puis des compétences data aussi pour nous aider à aller chercher les bonnes informations au cœur du système d'information. Donc, l'objet, c'est bien de détecter des fraudes de manière plus efficace et de détecter des fraudes, je dirais, plus cachées que celles qu'on peut avoir basiquement. Hein. Si on a, typiquement, si on repère un mouvement bancaire d'un compte entreprise vers un compte personnel, alors hors virement de paye, mais si c'est hors le sujet RH, c'est un élément qui est évidemment qui va être regardé. Là, on va être plutôt sur des choses qui sont un peu plus cachées. Donc, une écriture qui a été faite un week-end avec un nouveau fournisseur, le représentant légal du fournisseur qui est lié d'une manière ou d'une autre avec une personne en interne de l'entreprise. Alors, tout ça pris un par un, ce n'est pas forcément un problème, mais si on commence à avoir tous ces faisceaux d'indices qui commencent à converger sur un sujet particulier, eh bien là, on peut avoir une réelle suspicion. Et donc, l'idée, c'est de la démarche qu'on a fait avec notre client et en lien avec Linkurious, c'est bien d'aller un cran plus loin, c'est-à-dire d'identifier ces faisceaux de signaux faibles qui vont nous inviter à une investigation plus poussée. Donc, c'est ce qu'on redit là, hein, c'est-à-dire que finalement, on peut avoir des éléments directs, mais quand on est sur de la suspicion de fraude, on a rarement une information qui prouve à elle toute seule. Ça va être ces faisceaux d'indices, de signaux faibles. On va regarder les transactions, les tiers, les comptes, à quel moment c'est, est-ce qu'on a des répétitions. Et tout ça, ça va être compilé pour finalement avoir cette appréciation globale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est compliqué de récupérer cette information, puisque de fait, c'est de l'information hétérogène, donc elle va être répartie entre différents systèmes internes. Là, hein, si on reste sur transactions, tiers, comptes, ainsi de suite, en fait, on va aller chercher des informations dans la compta, dans le système achat, dans le référentiel fournisseur, dans les liens bancaires, dans des données externes aussi. On verra dans la démo qu'on regarde les données qui sont issues du GAFI pour connaître les pays à risque qui demandent une attention renforcée. Donc, en fait, si vous le faites sans outils, vous allez passer un temps important à naviguer dans les différentes composantes de votre système d'information, parfois des systèmes qui peuvent être même différents en fonction des différentes filiales. Et donc, en fait, les recherches, ça va être des recherches complexes, manuelles, avec des exports, avec des croisements. Ça peut être, donc ça, c'est pour récupérer l'information, mais cette information, vous voulez peut-être aussi la partager avec des experts sur chacun des sujets. Donc, on va refaire des mails pour s'échanger ces informations. Donc, au final, la manière classique, j'ai envie de dire, mène à des enquêtes longues, avec difficulté à collaborer, et puis finalement la conviction qu'on n'est sans doute pas allé au bout de toute l'analyse de ces signaux faibles qu'on pourrait détecter. Donc, tout ça montre que l'approche classique est assez limitée, puisqu'on va avoir de la donnée qui va être naturellement par application, et donc assez peu de partage, avec donc chaque donnée, chaque système d'information qui va nous donner une partie de ce qu'on cherche, mais par contre, compliqué d'avoir les liens et de reconstituer tout l'historique, toute la traçabilité de bout en bout d'une action qui a pu être faite et qui a mené in fine jusqu'à un paiement.
Eh bien, le graphe, tel qu'on va vous le présenter et qui est au cœur de la solution Linkurious, permet justement de faire ces liens dans un graphe par rapport à des bases de données classiques. On s'intéresse presque plus aux relations qu'aux informations en tant que telles. Et donc, ça nous permet d'avoir tout ce chaînage de l'ensemble des informations directement dans l'outil. Et donc, on va évidemment plus vite. Et puis, c'est beaucoup plus facile de collaborer entre les différents acteurs. Donc, en synthèse par rapport à ça, on va avoir l'approche classique qui est silotée, manuelle, et donc très délicate à mener. Et à contrario, en passant dans des types d'approches graphes, on a des relations qui sont visibles, on navigue simplement entre elles, et au final, donc, on a une enquête qui est facilitée, traçable et collaborative. Ce que je vous propose avant de passer à la suite, c'est de regarder ce que vous avez, le sondage. Donc, il faut juste le clôturer. Merci beaucoup. Donc là, pour la grande majorité d'entre vous, vous n'avez pas d'outils particuliers. Donc, 86%, pas d'outils particuliers pour faire ces recherches. Donc, je pense beaucoup d'Excel, beaucoup d'extraction. Et donc, vous êtes plutôt de fait dans le premier cas où vous avez une difficulté à reconstituer cette enquête. Donc, on va vous présenter en quoi l'approche change la donne. Donc, dans l'approche graphe, comment on travaille finalement? Eh bien, on commence par créer un modèle de données qui va nous dire quel recoupement on veut faire. Donc, à la fois quelle information on veut lier. Donc, il y en a qui sont assez classiques, paiement, facture, fournisseur. On va avoir d'autres qui sont peut-être plus liés à votre métier. Donc là, on va avoir besoin d'échanger avec vous pour bien comprendre votre métier et bien regarder comment vous voudrez consommer la donnée et puis établir les règles de correspondance, comment on reconstitue cette traçabilité et avoir des liens qui vous permettent après de naviguer dans les informations. Donc, on fait cet exercice. Donc, à chaque fois, là, dans les prochains slides, vous avez une partie qui est en orange, qui va un petit peu plus loin pour les plus techniciens d'entre vous. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de ces parties-là, mais en tout cas, n'hésitez pas à en prendre connaissance et puis à nous interroger un peu plus après, si vous voulez, par rapport à ces éléments-là. Une fois qu'on a fait le modèle, en fait, la manière dont on va le valider, c'est tout simplement de prendre des scénarios réels. Bien, on va prendre les précédents cas de fraude que vous avez pu détecter et puis vérifier que le modèle aurait pu permettre de détecter ces cas de fraude. Donc, pratiquement, comment ça se passe? On fait un atelier. On fait 2 ateliers. On fait un premier atelier plus avec les équipes métiers qui vont nous permettre de bien comprendre ces cas de fraude. Donc, on va lister, on va prioriser. Ce n'est pas limitatif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a créé le modèle, même si on détecte après d'autres cas de fraude, pour peu que les concepts manipulés soient les bons, eh bien, on peut détecter d'autres cas de fraude, mais en général, on part de l'historique, on part de votre métier. Et puis, tout notre savoir-faire par rapport à ça, ça va être de traduire ces cas de fraude en concept, en entité, avec les bonnes relations. Donc, c'est pas forcément très complexe au départ du point de vue conceptuel. C'est ce qu'on vous a figuré dans la partie grise à côté. On a finalement un premier schéma où on va dire comment les concepts sont liés entre eux. On va le décrire et on va décrire les propriétés. Finalement, chez vous, un paiement, quelles informations on veut avoir liées au paiement dans le cadre d'une analyse de fraude. Donc, on ne va pas forcément avoir toutes les informations liées au paiement. Il y en a certaines qui nous intéressent pas forcément. On va se concentrer là sur les informations qui peuvent conduire à une suspicion de fraude, donc qui sont directement liées à des cas concrets. Vous voyez, dans tel cas, par exemple, a priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait un paiement qui soit saisi le week-end dans mon activité. D'accord. Donc, ça veut dire que quand on détecte ça, alors c'est peut-être tout simplement la personne qui est en charge de ça a peut-être eu un coup de bourre et a travaillé le week-end, mais ce n'est pas un cas habituel. Donc, on va peut-être vouloir
mettre en avant. Pareil, on parlait tout à l'heure de comptes bancaires qui vont être situés dans des pays à risque selon le groupement d'actions financières. Peut-être qu'il y avait une très très bonne raison pour laquelle on a payé un fournisseur qui était dans ces pays-là. Mais pareil, ça veut dire que ça nous donne un élément de contexte qu'il va falloir sans doute regarder un peu plus avant. Donc tout ça, en fait, on va le décrire, on va le relier, on va mettre les bonnes propriétés associées et fixer le niveau de détail. Encore une fois, il faut mieux. Le modèle là est assez simple, mais en fait, quand on va le détailler et qu'on va injecter tous les paiements à l'intérieur, eh bien, on va avoir quelque chose de plus complexe. Là, vous le verrez dans le cadre de la démo. Donc, il s'agit d'avoir vraiment un modèle qui reste exploitable et de ne pas modéliser à outrance, en tout cas dans un premier temps. On pourra raffiner par la suite, mais au moins d'avoir un modèle qui soit finalement assez simple à utiliser. Et donc, définir en fait pour cette première version, cette première mise en place de l'outil, qu'est-ce qu'on veut, quels sont les cas qu'on veut prouver. Alors, après cet atelier plus métier, on va avoir un atelier plus côté système d'information où on a listé tout ce dont on avait besoin. La question, c'est de savoir où est-ce que ça se trouve dans le système d'information. Donc, tout ce qui est partie externe, typiquement, là, le lien avec le GAFI dont je vous ai parlé, donc là, c'est nous qui nous occupons de récupérer la data. Par contre, tout ce qui est interne, mais il va falloir qu'on ait les inputs de la part des personnes de la DSI, donc de savoir telle donnée d'achat, où est-ce qu'il se trouve, dans quelle base de données, pour quel système achat, et de créer les connexions qui vont bien, avec plusieurs marches sur ça. On peut très bien commencer de manière très simple en faisant simplement un export du système d'information. Comme ça, on est relativement peu intrusif, je dirais, par rapport aux équipes SI. Donc, on va simplement leur dire, extrais-moi tous les paiements à date. Et déjà, ça va me permettre de faire un certain nombre d'analyses, en tout cas de vérifier que le modèle marche bien. Et puis, si on va plus loin à un moment donné, eh bien, on pourra toujours imaginer faire des interfaces jusqu'au temps réel qui soient directement connectées. Donc là, on a de la latitude, c'est ce qu'on met un peu plus, c'est ce qu'on met dans la partie grise. On a de la latitude pour aller plus loin du point de vue technique et différents sujets. Quand on a des clients dont ont un vrai enjeu de cybersécurité, donc ont mis des procédures en place, en général, on préfère commencer par des exports. Encore une fois, on est relativement indépendant du système d'information. On valide que tout marche bien et après, on automatise, on structure par la suite. On a évidemment un sujet de qualité des données qui est extrêmement important. Donc, il s'agit là aussi, je disais, quelles informations on va vouloir récupérer. La notion de qualité des données qui sont disponibles va être aussi un élément important de prise de décision par rapport au champ qu'on veut récupérer, puisqu'il vaut mieux sans doute commencer avec moins de données mais de qualité, et puis après enrichir le contexte au fur et à mesure. Donc le résultat finalement de cette première mise en œuvre, c'est qu'on va avoir un modèle d'enquête qu'on va avoir co-construit avec vous et avec l'ensemble des interlocuteurs métiers. La notion de co-construction, elle est extrêmement importante parce on est sûr qu'on a les mêmes définitions, mêmes recoupements, même lecture entre les différents acteurs. Donc nous, ça nous arrive assez régulièrement de faire des missions, ce qu'on appelle de data gouvernance, c'est-à-dire de voir comment est gérée la donnée dans une entreprise. Très souvent, on se rend compte que les problèmes d'incohérence de données sont liés à des définitions qui ne sont pas forcément partagées. C'est-à-dire que ce n'est pas directement un sujet technique de système d'information, c'est avant tout un sujet de définition. Si on a deux notions, enfin, si on a une notion qui a deux définitions, même assez similaires, le diable est dans les détails et on peut avoir des incohérences après dans des reportings ou des choses comme ça. Donc, la notion de bien partager la même sémantique
qui peut paraître une tautologie à la base, en fait, est extrêmement importante et on se rend compte qu'en fait, dans le détail, ce n'est pas forcément les mêmes manières de définir chacun des mots. Donc ça, c'est extrêmement important qu'on puisse avoir ce modèle d'enquête qui soit co-construit avec l'ensemble des parties prenantes. Une fois qu'on a ça, donc là, vous le verrez dans la démo, on part d'un signal, soit on a un paiement en particulier ou un fournisseur en particulier sur lequel on veut investiguer. On a aussi d'autres manières de faire, soit avec des requêtes, soit des alertes qui nous permettent de jouer, d'interroger la base de manière régulière et de pouvoir nous aider, nous donner ce point de départ et après de consommer la base de données et d'avoir finalement le niveau de détail qu'on souhaite pour pouvoir aller au bout de l'enquête. Ce qui est extrêmement intéressant à partir du moment où on est dans le sujet de la donnée, c'est que finalement le volume importe peu et on peut réutiliser des choses qu'on a déjà mis en place. C'est-à-dire que si on trouve une nouvelle forme, un nouveau type de fraude, eh bien, on peut très bien aller regarder dans le graphe si on trouve d'autres cas similaires. Et là, l'intelligence artificielle nous aide parce que ce n'est pas des cas copier-coller, ça peut être des cas similaires. Et donc là, on a une vraie opportunité avec l'IA de rajouter un peu d'intelligence là-dessus et d'être finalement de détecter des cas proches qui peuvent être intéressants également d'investiguer. Donc, avec cette approche de graphe, on passe également d'une approche où on va être sur du cas par cas à quelque chose qu'on peut très largement automatiser à partir du moment où on a compris un modèle de fraude et bien voir si ce modèle de fraude ne se réplique pas ailleurs et si finalement quelqu'un aurait trouvé un moyen de faire, eh bien, est-ce qu'il n'a pas été utilisé dans d'autres contextes déjà? Ou un trou dans la raquette par rapport aux procédures, est-ce qu'il n'a pas déjà été utilisé par ailleurs? Donc, on va, comme on dit, une bonne image ou une bonne vidéo valant mieux qu'un long discours. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde une vidéo ensemble de 3 minutes qui va vous permettre de bien comprendre comment fonctionne l'outil et de mieux saisir la puissance d'investigation qu'on a avec la mise en place de ce type d'outil. Nous avons développé une solution de détection de fraude qui permet d'interconnecter des bases de données a priori silotées de l'entreprise. L'objectif est de permettre une analyse intuitive, visuelle et collaborative des paiements suspects. En tant qu'enquêteur, le point de départ est un paiement. On sélectionne ce nœud et on commence l'exploration. D'un simple clic, on étend le draft pour faire apparaître les factures associées à ce paiement. Puis on continue à étendre pour découvrir le fournisseur qui a émis ces factures. On visualise alors ses représentants légaux. Nous constatons également que ce fournisseur dispose d'autres comptes rattachés. Ces comptes ont eux-mêmes reçu d'autres paiements. En quelques secondes, on remonte toute la chaîne. On comprend ainsi immédiatement le contexte d'un paiement. Pour quelle facture, vers quel fournisseur, depuis quel compte et avec quels représentants légaux. Pour guider l'analyse, on a configuré des filtres de regroupement. On peut regrouper les nœuds selon des critères comme la création des paiements et factures pendant le week-end. Ces filtres visuels permettent de faire ressortir les comportements inhabituels et de simplifier la lecture du draft. Passons maintenant aux requêtes. Certains cas d'usage facilitent le travail des enquêteurs. Ces requêtes prêtes à l'emploi viennent de cas d'usage réels de l'entreprise. Elles couvrent les scénarios typiques de détection d'anomalies potentiellement frauduleuses. Ici, nous nous concentrons sur les paiements vers des comptes situés dans des pays en liste grise du GAFI. Le groupe d'action financière répertorie les pays à risque qui nécessitent une attention renforcée. Cette requête, accompagnée du filtre pays, permet d'avoir une vision globale des paiements. Mais il est possible de les configurer sous forme d'alerte pour les traiter plus en détail. À partir de là, chaque cas détecté peut déclencher une alerte automatique. Ce tableau de bord des alertes permet une surveillance continue. Les enquêteurs peuvent alors traiter les alertes, les assigner à un collègue, les ouvrir et commencer à travailler dessus. Ils visualisent le compte bancaire et analysent les paiements sujets de l'alerte. Il est possible de laisser des commentaires et sauvegarder leur progression dans l'enquête. C'est ici que l'outil prend tout son sens opérationnel.
une plateforme de travail collaborative pensée pour les analystes et les enquêteurs. L'outil nous offre une vision connectée des systèmes de paiement, de facturation et de commande. Il fournit des alertes automatiques, construites sur des règles métiers précises, dans un environnement collaboratif pour que les équipes puissent enquêter ensemble. Mais surtout, grâce à l'approche par le graphe, les fraudes ne se cachent plus dans des fichiers plats. Elles deviennent visibles naturellement au fil des connexions. Donc, vous l'avez vu, hein, le mécanisme d'enquête est finalement assez simple. On a un point de départ, toujours, on part d'un nœud qui peut être soit un signalement qu'on a eu. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises, peut-être vous le faites chez vous, où il y a des systèmes de remontée d'alerte par les collaborateurs directement qui peuvent vous remonter des éléments, des points de départ. Sinon, ça va être l'outil, tout simplement, avec les requêtes qu'on a paramétrées, hein, comme je disais, une écriture qui a été passée un week-end. Ça peut être des virements successifs qui ont exactement le même montant, qui sont en grand nombre, donc avec un faible montant ou des grands nombres. En général, en termes de fraude, il y a deux stratégies. Hein. Soit je fais un one-shot et je pique un gros montant, soit au contraire, j'essaye de faire plein de petits montants qui vont passer en dessous des seuils de radar. Mais très souvent, par facilité, c'est à peu près toujours le même montant. Donc, voir des montants qui se répètent, alors encore une fois, ça peut être tout à fait légitime. Il y a peut-être certains accords fournisseurs qui sont comme ça, mais ça mérite vérification, investigation. Et puis après, on classe. Et si on trouve la justification, bien, on classe l'affaire. Mais en tout cas, donc ça nous donne un point de départ. Là, après, on va explorer, hein, comme vous l'avez vu, on va étendre le graphe pour pouvoir investiguer. Donc, regardez, j'ai un paiement, OK, c'est pour quelle facture, ça correspond à quel fournisseur. Et ce qui est extrêmement intéressant et puissant dans le graphe, c'est qu'on va pouvoir gérer soi-même le degré d'investigation, c'est-à-dire qu'on déplie le graphe autant que de besoin. Et quand on pense qu'on est allé au bout du niveau de détail qu'on veut avoir, eh bien, on repart d'un autre endroit du graphe. Donc, ça permet vraiment d'avoir toute cette traçabilité, tout ce cheminement qui, encore une fois, dans un outil classique, nécessiterait de se connecter à un autre système d'information, de retrouver la manière dont les informations sont liées, quelles sont les références, quelle est la référence de la facture qui est notée sur le paiement qui va me permettre de remonter. Bien là, en fait, c'est un clic et vous avez directement le lien. Vous ouvrez toutes les factures correspondant à un paiement et vous pouvez investiguer comme ça et creuser à chaque fois. Le troisième point important, c'est l'aspect de lisibilité, c'est-à-dire que on peut à chaque fois, on peut mettre en forme cette vue, on peut la conserver et donc on peut très facilement savoir où on en est dans l'enquête, reprendre l'enquête là où on en était. Et puis, quatrième point, on peut également partager cette vue qui a été faite, la partager avec d'autres collaborateurs, la commenter, et puis avoir là aussi tout un workflow interne, dire voilà, j'avais une suspicion sur tel sujet, je l'ai passé à la comptabilité qui m'a confirmé un certain nombre de choses, ainsi de suite. Et maintenant, j'aimerais bien vérifier quelque chose avec les équipes achats. Donc, on peut aussi tout simplement se passer ces vues et faire en sorte d'avoir une enquête qui est à la fois collaborative et complètement traçable. Donc, on a deux points là sur lesquels on peut s'arrêter quelques secondes. La première, c'est cette notion d'alerte. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cheminement et dans l'industrialisation de la démarche, eh bien, on va commencer par faire des investigations plutôt manuelles. Ensuite, une fois qu'on a trouvé, qu'on s'est approprié cette investigation, on va pouvoir trouver des cas similaires, donc en faisant des requêtes. Donc, c'est-à-dire que il y a différents moyens de faire une requête. Hein. Je peux le faire soit en langage naturel, soit avec du no-code, low-code, donc avec juste de manière visuelle pour des non-sachants en termes de code. Et puis après, j'ai un langage qui n'est pas très compliqué, mais qui demande un peu plus de compétences ou d'apprentissage, qui s'appelle Cypher, qui me permet de faire encore un autre type de requête plus poussée.
Et donc, quand je vais avoir, donc, quelle que soit la manière dont je vais paramétrer et faire cette alerte, eh bien là aussi, ça va me sortir un certain nombre de résultats que je vais pouvoir prioriser, tracer, et je vais pouvoir très rapidement paramétrer finalement cette requête pour savoir c'est quoi le bon montant, c'est à partir de quelle récurrence je pense qu'il y a un problème, quelle fréquence. Je pourrais même imaginer des notions de scoring par rapport, voilà, j'ai plusieurs éléments qui me laissent à penser que j'ai un score de suspicion. Au-dessus de tel score, je vais pouvoir le remonter. Une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai vraiment bien paramétré ma requête, je vais pouvoir la transformer en alerte. Et donc là, je passe plus seulement dans une notion de détection, je vais passer dans une notion de surveillance, c'est-à-dire que je vais pouvoir jouer cette alerte de manière périodique. Alors, en fonction, là aussi, de la criticité, certaines alertes que je vais pouvoir faire, pourquoi pas, jusqu'au temps réel. Et puis, il y en a d'autres, si je les joue à la semaine ou au mois, ça peut être largement suffisant. Et donc, je vais pouvoir là paramétrer cet ensemble d'alertes. Et donc, en temps réel, tous les jours ou toutes les semaines, je vais avoir une liste de cas qui vont être remontés par l'outil. Et donc, une fois que j'ai ça, je vais passer à l'aspect collaboration, c'est-à-dire que je peux, si je suis responsable de la fraude, dispatcher ces différents cas d'enquête à mon équipe ou les passer à d'autres services pour partager cette information et qu'on puisse avoir des informations complémentaires et avoir cette liste de cas que je vais pouvoir traiter, partager, enrichir, jusqu'à pouvoir les classer soit effectivement suspicion avérée, soit sans suite. Et donc, si on résume tout ce qu'on s'est dit, en fait, la difficulté auquel vous êtes exposé sur la notion de fraude interne, mais il y a d'autres, c'est vrai également sur de la fraude externe ou même du contrôle interne de manière générale, c'est que c'est très compliqué d'appréhender la situation uniquement sur une seule information. En général, c'est le recoupement d'informations qui nous permet d'avoir une suspicion solide. Et donc, ça échappe très souvent aux approches classiques, alors que quand on est en graphe, vous avez vu la matérialisation de ces relations, eh bien, on relie tout de suite les différents éléments, paiement, compte, fournisseur, facture, représentant, avec toute cette lisibilité de l'enquête, cette possibilité de la sauvegarder, de reprendre le travail, de la partager. Donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on puisse avoir donc un schéma d'enquête qui va être co-construit à la fois avec le métier et les équipes data pour pouvoir identifier à la fois ce qui fait sens par rapport à votre métier. Encore une fois, il va y avoir un canevas un peu général. On sait très bien que la chaîne facture, paiement, virement bancaire, toutes ces chaînes-là, on va l'avoir. Mais on a peut-être des notions de procédure interne avec des seuils de validation, des choses comme ça qui peuvent être rajoutées à l'analyse. Et puis, donc ça, c'est plutôt le volet métier, mais on va avoir aussi le volet data pour pouvoir récupérer la bonne information au bon endroit du système d'information et recouper tout ça dans un lieu unique. Donc, le dernier point, c'est que une fois que vous avez commencé à investiguer, eh bien, vous pouvez capitaliser sur ces investigations et non pas refaire à chaque fois les mêmes tests, les mêmes éléments. Là, on peut, une fois qu'on a paramétré les alertes, les vues, on peut avoir une certaine récurrence et donc on peut vraiment aller beaucoup plus loin en termes d'industrialisation. Ce qui n'empêche pas que, vous l'avez vu, même quand c'est une alerte qui nous permet de détecter une suspicion, eh bien, on peut toujours ouvrir ce cas particulier et puis investiguer de manière manuelle ou semi-automatique par rapport à ce cas en particulier. Donc, vous avez avec ce type d'outil un outil qui est un outil unique, qui vous permet de gérer vous-même les éléments que vous voulez avoir et le degré de profondeur que vous avez dans l'enquête, de pouvoir partager avec d'autres, avec des membres de votre équipe ou hors l'équipe, et surtout d'industrialiser toutes ces recherches et d'avoir un vrai outil qui vous permette en temps réel d'avoir un suivi, une surveillance de la fraude interne.
Donc voilà, voilà ce qu'on voulait vous dire en termes de présentation de cet outil et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les soumettre directement dans la petite rubrique Q&A que vous voyez à la droite de votre écran. Donc, on peut déjà commencer avec les quelques questions qui ont été posées. Donc, j'ai une première ici. Combien d'alertes avez-vous configurées pour cette enquête? Alors, on a une quinzaine d'alertes aujourd'hui qui ont été configurées dans le cadre de cette enquête, ce qui permet déjà de couvrir énormément de champs d'investigation. Il y a un autre élément à prendre en compte, c'est que ces alertes, il faut les traiter. C'est-à-dire des alertes, c'est des suspicions, mais donc qui nécessitent investigation derrière. Et donc, la notion d'alerte, elle doit être vue à la fois pour que vous ayez une couverture globale de l'ensemble des cas, des types de cas que vous voulez détecter, mais aussi elle doit être dimensionnée par rapport à votre capacité d'analyse. C'est-à-dire, à un moment donné, on va rester sur de l'aspect suspicion, encore une fois, et c'est assez rare que l'alerte donne directement un cas de fraude avéré. En tout cas, ça nécessite une intervention pour aller vérifier un certain nombre d'informations et creuser dans le graphe. Donc, en fait, l'élément dimensionnant, c'est certes la couverture, mais aussi la capacité que vous avez en termes d'équipe interne à pouvoir mener ces investigations. Et donc, c'est deux éléments qui doivent être capables de définir finalement quel est le bon niveau d'alerte, à la fois avec la complexité de votre métier, le nombre de cas que vous voulez traiter, mais également avec la capacité des équipes internes à aller au bout des démarches d'investigation. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Avez-vous appliqué ce type de technique à d'autres typologies d'enquête de fraude? Alors, on a, oui, donc, on peut avoir de la fraude, externe, hein, qui est un cas client. Je laisserai Jean en parler parce qu'il y a d'autres entreprises qui utilisent Linkurious sur des cas je pense, de fraude bancaire ou des choses comme ça. On a de la fraude, sinon il y a des sujets, notamment dans les télécoms aussi, où il y a des sujets de fraude. Et de manière plus large, en fait, l'approche graph, c'est ce que je vous présentais sur l'introduction d'Ecosys. En fait, ça marche pour de la fraude, mais ça peut marcher en fait globalement pour n'importe quel sujet qui nécessite de la transversalité et de l'interopérabilité. Donc, on a tous les sujets de fraude interne, mais de manière plus large, beaucoup de sujets financiers, beaucoup de sujets extra-financiers, hein, tout ce qui est CSRD, notamment, ça nécessite d'avoir des indicateurs à beaucoup d'endroits du système d'information et on va être sur des démarches un peu similaires. On peut être sur des notions parfois de supply chain un peu complexes, notamment quand vous avez des entités qui se revendent des produits en interne d'un groupe, par exemple. Là, ça marche très bien aussi. Sur des sujets d'innovation aussi, l'innovation, c'est transverse. Donc, on a des cas clients qui dépassent le cadre de la fraude interne, voire même de la fraude tout court. En fait, globalement, dès qu'on est sur des sujets où on a de la donnée hétérogène qui est répartie dans les différents silos des systèmes d'information, eh bien, les approches graves permettent de répondre de manière beaucoup plus pertinente que les approches classiques sur ces sujets-là. Jean, je ne sais pas si tu voulais compléter ou… Juste pour aller dans le sens de ta remarque, effectivement, on a des clients qui utilisent la solution pour la fraude interne, mais aussi pour d'autres sujets liés à la fraude, comme l'évasion fiscale ou la fraude externe. Et on a des clients qui utilisent la solution dans des domaines qui n'ont rien à voir avec la fraude, comme l'analyse des chaînes logistiques, la cybersécurité, le renseignement, tout ce qui est gouvernance de données ou gestion d'infrastructure IT. Donc, c'est vrai que cette approche graph, elle est vraiment très transversale et universelle. Merci.
Alors, une autre question sur l'exemple que tu as partagé, Guillaume. Comment partagez-vous les résultats de l'enquête? Alors, partager, en fait, alors ça dépend quel partage on entend, hein. Est-ce que c'est le partage au sens l'équipe d'investigation? L'équipe d'investigation, donc il y a le premier cercle, je dirais, qui est l'équipe en charge de l'investigation, que ce soit une équipe fraude dédiée ou du contrôle interne ou de l'audit ou une partie de l'équipe finance. On va avoir un deuxième cercle en général qui sont les gens qui vont apporter une expertise complémentaire et qui vont aider à creuser un sujet particulier de la fraude. Et après, il y a potentiellement le reste de l'entreprise jusqu'à les personnes qui sont directement en suspicion de fraude. Donc, on a plusieurs cercles. Dans l'outil, en fait, on peut taguer différents acteurs en disant voilà, j'ai fait ma partie. Maintenant, Jean et Catherine, je vous laisse regarder tel et tel sujet. C'est extrêmement facile. Donc, comme on voyait dans la démo, de pouvoir impliquer d'autres personnes de l'entreprise. Effectivement, après, il y a cette notion de à qui je partage les résultats, mais qui est un sujet qui est plus large que la fraude directement. C'est la notion de confidentialité dans l'entreprise. Et sur des sujets aussi sensibles que ça, en général, on essaye qu'il y ait le moins possible de personnes qui soient directement impliquées. Et donc, on a effectivement une notion de confidentialité donc, qui est très bien gérée en termes de droit d'accès, ainsi de suite, dans l'outil. Et donc, on essaye effectivement de restreindre de prime abord les personnes qui aient accès, en tout cas, aux détails des investigations. Même d'ailleurs, on peut se poser la question sur les types d'investigations qui sont menées, parce que si vous avez déjà en tête toutes les requêtes, en fait, vous pouvez aussi, pourquoi pas, regarder dans l'autre sens et de se dire, il y a peut-être, si vous voyez des trous dans la raquette des différentes manières d'investigation, ça vous donne des portes ouvertes pour pouvoir imaginer des cas de fraude. Donc, en général, à la fois, la structure d'investigation et les résultats de l'investigation, en général, sont partagés, certes, mais dans un groupe assez restreint. Merci. Et je vois une dernière petite question. Selon vous, est-il facile pour une équipe de mettre en place ce type de technique d'enquête? Oui, c'est un projet en tant que tel, de manière très claire, puisque je vous ai décrit, il y a quand même plusieurs choses à faire. Donc, encore une fois, d'être sûr que le modèle répond bien à la question. La force du graphe, c'est qu'on peut quasiment tout représenter. La faiblesse du graphe, c'est comme on peut tout représenter, on peut peut-être représenter des choses qui n'ont pas beaucoup de sens. Et donc, c'est là où c'est tout notre savoir-faire et les échanges qu'on va avoir avec vous, de bien comprendre ce qui est pertinent et de ce qui ne l'est pas, et de faire le modèle graphe qui répond exactement à vos attentes. Encore une fois, comme je disais, avec un tronc commun, il y a dans la fraude interne, on va avoir des choses qui se retrouvent potentiellement un peu dans tous les cas de figure, et on va avoir des potentielles fraudes internes qui sont très liées à un contexte d'activité ou d'entreprise ou d'organisation même qui peut être très spécifique. Donc, on a besoin de bien comprendre tout ça. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est l'accès à la donnée. Donc là, effectivement, plus on a une organisation qui est structurée et de la donnée de qualité, plus c'est facile, dans ce cas-là, d'aller savoir exactement où se brancher dans les différents systèmes d'information et de récupérer au plus vite cette information et de faire en sorte que le projet délivre le plus rapidement possible. Mais on est sur des choses qui sont qu'on a l'habitude de faire, donc qui sont des projets certes complexes, mais qu'on arrive à mener, comme on voyait, dans des temps assez courts, en tout cas avoir des premiers résultats. Là, on ciblait une fenêtre de tir de 3 mois. Nous, on aime bien avoir des projets qui soient relativement courts en termes de temps, quitte à faire des V2, des V3 de l'outil et de l'enrichir au fur et à mesure, mais au moins d'avoir très rapidement un premier bénéfice client pour vous, de pouvoir analyser les premiers cas de fraude très rapidement après le démarrage du projet.
Merci beaucoup. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Merci Guillaume, merci Jean, et merci surtout à tout le monde qui était là avec nous aujourd'hui. Nous vous verrons pour le prochain webinaire. Avec plaisir. Très bon après-midi à tout le monde.